Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Flo Mallet. Bonjour Flo. Salut Malika. Salut Flo. Alors, le grand public t'a découvert en 2012 et t'as un peu marqué au passage l'histoire de The Voice, puisque t'as été le tout premier candidat de The Voice France, le premier à te frotter aux auditions à l'aveugle. Ouais, c'est vrai. T'avais à l'époque été jusqu'au direct dans l'équipe de Garou. Puis après, tu as participé à beaucoup de comédies musicales. Tu as été choriste aussi pour Aya Nakamura. Ouais, sur la première tournée d'Aya Nakamura, j'étais choriste avec Annabelle, ouais. Et puis on t'a vu aussi dans la version All-Star de The Voice, c'était en 2021. C'est ça. T'as fait le tour du monde. J'ai fait le tour du monde, entre-temps. Mais si t'es là aujourd'hui, c'est pour nous présenter ton tout nouveau titre, Partir en guerre, qui est sorti le 13 octobre. Allez, on regarde un extrait du clip tout de suite et on en reparle. Je pourrais partir en guerre, mais je sais pas vraiment faire. Je pourrais partir en guerre, mais flemme de croiser le fer. T'as changé de face, ouais. Tous nos appels sont manqués. Alors ce titre, il est né comment ? Alors ce titre, il est né d'une situation que je vivais dans ma vie à l'époque où je l'ai écrite. J'étais en deuil. Et en fait, je me suis rendu compte que durant cette période, il y avait beaucoup de personnes sur lesquelles je comptais qui avaient disparu. Ouais. Et qui n'appelaient pas ou ne répondaient pas plus au téléphone. Et du coup, ça m'a mis sur un sentiment qui a fait naître cette chanson. C'était quel sentiment ? Un peu de rage, il faut le dire. Et en même temps, de la compréhension pour ces gens... puisqu'on n'est pas tous égaux face à la mort et face à comment gérer un deuil ou aider quelqu'un à gérer un deuil. Donc j'avais de la peine et un peu de colère, mais en même temps beaucoup de compassion pour... De compassion, quand même ? Ouais, parce qu'il ne faut pas vivre avec des sentiments haineux. Donc, c'est plus pour toi canaliser cette colère, tu n'avais pas envie qu'elle reste... Exactement, je n'avais pas envie qu'elle me pourrisse. Donc, du coup, l'histoire de la chanson, c'est de ne pas laisser justement nourrir cette colère. Exactement, c'est plutôt de faire la paix. Et les futurs projets de Flo, c'est quoi ? Alors, les futurs projets, c'est la sortie d'un deuxième single qui va venir très très vite, là, et d'un EP d'ici la fin de l'année. Qui est déjà terminé ? Qui est déjà terminé, mixé, masterisé, il est clippé. Et c'est toi qui écris tout ? Alors, j'écris la majorité. Et après, j'ai une amie qui m'aide, qui s'appelle Ayelia. Quand j'ai besoin, elle vient m'aider, me prêter main forte. Ouais. Maintenant, on va essayer de faire un petit flashback. On arrête de regarder dans le futur, on regarde dans le passé. Pour commencer, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi dans le 14e arrondissement de Paris. Ah, t'es un pur Parisien ? Ouais, pur Parigo. J'ai laissé mon béret à la maison aujourd'hui, mais c'est vraiment ça, quoi, sinon. C'était comment ton enfance, alors, à Paris ? Mon enfance à Paris, elle était franchement joyeuse. J'étais dans un quartier plutôt populaire. Mes parents, ils m'ont mis assez vite dans la musique, le théâtre, et j'ai commencé sur scène très très jeune. Est-ce que tes parents, ils en faisaient aussi ? Pas du tout, non. Ils sont pas du tout artistes. Ma mère, elle était assistante, et mon beau-père, avec qui j'ai grandi, était artisan, pousseur de parquet, donc rien à voir avec la musique. Alors pourquoi ils sentaient chez toi une prédisposition pour l'univers artistique ou rien à voir ? C'était pour t'occuper peut-être ? Ouais, moi je pense qu'ils m'ont fait écouter beaucoup de musique quand j'étais très jeune, voire quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et du coup, ça m'a impacté tout de suite et je chantais tout le temps. Quand j'étais petit, tout le temps, je cassais les oreilles aux gens. Donc ils se sont dit, ouais, peut-être qu'il aime ça, quoi. Et t'avais des frères et sœurs ? Et j'ai un petit frère, qui lui aussi chante et est musicien. Aussi ? Qui s'appelle Joris, ouais. Qui est très doué, et une petite sœur qui ne chante pas du tout, par contre. Donc vous viviez à trois, comme ça Non, après c'est une famille recomposée, moi je vivais avec mon petit frère. Ouais. Et donc voilà, on a eu une... Quelle relation vous aviez en grandissant ? On a eu une relation plutôt... Oui, les deux garçons, ça se bagarre. Plutôt fraternelle, ouais. C'est-à-dire que c'est ça, on se bagarrait, et en même temps on s'aimait beaucoup, donc... Voilà, c'était un peu la guéguerre, mais beaucoup d'amour. Et aujourd'hui ?
Quels sont les liens? Et aujourd'hui, les liens, ils sont plus dans la guerre du tout, plus dans l'amour fraternel, basta, et voilà, on se soutient. Bah, vous faites le même métier en plus. Alors lui, c'est pas son métier, la musique, mais par contre, il a autant de talent, voire plus que moi, donc on se rejoint sur cette passion. Ouais. Donc pour toi, si on résume, l'enfance, c'était un moment heureux, c'est un souvenir heureux. Ouais, c'est vraiment jusqu'à mes, je dirais, 16 ans, avant l'adolescence, où là, ça commençait un petit peu à partir en sucette, mais... À l'adolescence, ça part en sucette? Ouais. Pourquoi? Parce que trop de rébellion, trop de caractères divergents avec ma mère, surtout. Ah, t'étais en guerre avec ta mère? Ah ouais, j'étais en guerre. Mais pourquoi? Bah parce qu'on avait tous les deux un fort caractère et que voilà, je pense que j'arrive à l'âge où j'avais plus envie de me laisser faire. T'avais l'impression que tu manquais de liberté? Ouais. T'avais pas trop le droit de sortir? J'avais le droit d'aller jouer au foot après l'école, quoi, après le collège, mais après, non, j'allais pas moi, je suis pas allé en boîte avant 19 ans, tu vois. Les potes, j'allais les voir, mais de temps en temps, j'avais pas trop l'autorisation, donc... Et la rébellion, alors, elle se passe comment? Bah, très mal, ça a fugué, tout ça. Ah bon? Ouais. Mais pas longtemps. Non, pas longtemps, une journée ou deux, mais histoire de taper du poing Mais tu te faisais pas punir après? Si, bien sûr. Voilà, il y a des consoles de jeux vidéo qui ont disparu, des manettes pour allumer les télés qui ont disparu, mais bon, voilà. Et à l'époque, t'avais déjà cette appétence pour la musique, du coup? Ouais, beaucoup. Je produisais déjà, j'écrivais déjà, j'avais un ordi, donc ça m'a aussi beaucoup aidé de faire de la musique à l'époque. C'était ma liberté. Ouais. T'étais quel genre d'élève? J'étais un élève, j'étais bon élève. J'étudiais pas beaucoup, mais ça rentrait. J'étais concentré en cours, donc soyez concentré en cours, ça peut aider. Tu veux dire que tu travaillais pas en dehors des cours, mais quand tu étais en cours, tu étais attentif et du coup, c'était ce qui était le plus efficace. Voilà. L'essentiel de l'apprentissage se faisait à ce moment-là. Ouais. Et punchliner aussi. Punchliner, j'aimais bien taquiner les profs et les autres élèves. Ouais. Et je pense que du coup, ça m'aidait aussi à retenir les cours parce que j'essayais de me rappeler des conneries que j'avais pu dire pendant le cours. D'accord, c'est un très bon moyen, mémotechnique d'apprentissage. Vraiment, merci beaucoup pour ce tips. Pas de problème. N'hésitez pas à écouter et à dire des conneries en cours, ça peut aider. Attends, quelle connerie j'ai dit là? Ok, c'est bon. Donc, t'avais des bonnes notes? Ouais, j'avais des bonnes notes. Je suis sorti major de promo au bac et tout. Ah oui? Parce que je suis arrivé dans un nouveau collège quand j'avais 13 ans, que ça a été très compliqué l'intégration. Du coup, ça m'a donné un petit peu une rage de réussir, de leur montrer que c'était moi le meilleur. Et du coup, je suis sorti major de promo, mention bien au bac, ES. Voilà. Et après, tu fais des études? Après, je fais des études, ouais. J'ai un master en management. D'accord. Et j'avais pas du tout envie de faire ça. Alors pourquoi tu fais ça? Parce que mes parents ont voulu que j'étudie, donc... Là, ça y est, t'écoutais quand même ta maman, finalement. J'ai fini par écouter ma maman jusqu'à 23, 24 ans. Et après, j'ai fait, bon, je vais faire ce que je veux maintenant. Et à l'époque, quand t'es au lycée, que t'es bon élève, tu rêves de faire quoi comme métier? À l'époque, je rêve de chanter, en fait, déjà. J'avais participé la même année que, d'ailleurs, Slimane, Annabelle. On s'est rencontrés là-bas, d'ailleurs, à la Nouvelle Star. D'accord. Okay. On était jeunes, hein. Je parle de ça, on était minots. Je vais avoir 17 ans, je pense. Okay. Tu vois. Et ouais, c'est l'année où je passe le bac. Tu passes pas les castings à ce moment-là? Je passe les castings, je vais pour aller au théâtre et là je leur dis, je suis désolé, on va s'arrêter là. C'est toi qui arrêtes? Ouais, parce que je dois passer mon bac et qu'il faut absolument que j'obtienne mon bac. Voilà, c'est primordial. Je préfère. Est-ce que tu regrettes de ne pas y être allé à ce moment-là? Alors à ce moment-là, je regrette pas. Je me dis vraiment la bonne décision, c'est de passer le bac. Après, maintenant, avec le recul, je me dis que peut-être j'aurais dû essayer d'aller plus loin et que vu que j'étais jeune et que j'avais une voix vraiment atypique par rapport à mon physique squelettique d'enfant, quoi, presque, qui devient adulte, c'est sûr qu'il y avait un décalage. Donc ça aurait pu être intéressant télévisuellement, peut-être lancer une carrière, je sais pas, mais bon, faut pas vivre sur des regrets, donc... Mais tu te dis, je vais le faire, et puis tu réalises, alors que tu le sais déjà avant de te présenter, que tu vas passer le bac. Mais ouais, en fait, ça veut dire que tu n'y croyais pas. Oui. Non, je me testais, en fait. Je voulais voir ce que je donnais devant des professionnels et avoir leur avis, tu vois. C'était vraiment naïf, en fait, comme ça démarche. T'a conforté dans le fait que c'était le métier que tu devais faire? Ouais. Je me suis dit, OK, potentiellement, ça peut être cool. Mais t'es arrivé, du coup, après, quand tu prends la décision de pas continuer, à bien réviser ton bac et tout ça? Ouais.
Ouais, je me rappelle qu'il y a eu un examen de philo le jeudi d'après, j'avais bien révisé, j'avais la meilleure note de la classe, j'étais dégoûté alors que j'avais pas assisté au cours. Et donc, du coup, pour toi, c'est des bons souvenirs, Ouais. aussi cette scolarité. Est-ce que tu as gardé des amis de l'époque? Bien sûr. J'ai des amis d'enfance, encore j'ai échangé avec eux cette semaine. On s'est rencontrés, on avait 13 ans, et puis Tu les vois encore? bien sûr, j'ai marié un d'entre eux il n'y a pas longtemps, là. D'accord. Et on s'appelle toutes les semaines, en fait. Ah oui, donc c'est vraiment... T'es fidèle, les amis Ah ouais, qui c'est étaient une là amitié durant très, l'enfance. très fidèle. Ouais. C'est Ouais. une vingtaine d'années, du coup, Ouais, maintenant. ouais, ouais. Est-ce que tu avais un prof préféré ou un prof qui t'a marqué? J'avais une prof de philo. Terminale, alors? En terminale, ouais. On était Qu'est-ce qu'elle avait? on était un peu tous amoureux d'elle, quoi. Ouais, faut j'ai dire. vu les cœurs dans les yeux, là. Ah ouais, J'avais mon une Dieu. prof de philo. Ah, c'était incroyable. C'était incroyable. Elle était belle, pimpante, intelligente. Donc voilà. Et t'étais fort en philo, en plus. J'étais pas très fort en philo, non. Non? C'était un peu trop. J'étais pas très fort, non, en philo. C'est trop conceptuel à l'époque pour moi. Est-ce que tu as un souvenir particulier, une anecdote qui te revient de ces années, collège, lycée, ou même primaire? Alors là, attends, il faut que je réfléchisse parce que j'en ai donné une tout à l'heure, mais j'ai. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens d'un rêve quand j'étais à l'école primaire, mais je pense que c'est un rêve qu'on a beaucoup fait, mais tu sais, ce rêve. Donc c'est pas en classe, c'est un rêve. Ouais, c'est un rêve. Après, je peux te donner une anecdote en classe. Attends, qu'est-ce que j'avais en anecdote? Non, non, mais dis-moi ton rêve. Mais tu sais, ce fameux rêve où t'arrives, t'es bien et tout, tu parles avec les autres jusqu'à ce qu'ils te disent « Mais pourquoi t'es venu en slip ?» Alors, excuse-moi, Ma j'ai hantise. jamais fait ce rêve. Mais sérieux? Moi, c'était ma hantise d'arriver nu à l'école, tu vois. Pas nu, en slip. Ouais, ou en slip, tu vois, mais horrible, tu vois. Et genre, ça m'a hanté pendant quelques années. T'as cherché la signification de ce rêve? Non, j'ai pas cherché, mais il faudrait que j'aille chercher, ouais. De ouf. Et là, maintenant, je travaille dans un cabaret, tu vois, donc... T'es tout le temps tout nu. voilà, et je suis souvent nu, ouais. Enfin, Il y avait un truc avec la nudité, en fait. Ouais. Ça va mieux, voilà. On a parlé de ton parcours scolaire, on va parler de ta profession. Donc toujours, depuis le démarrage, tu as voulu être chanteur. Il n'y a jamais un autre métier qui t'a fait de l'œil ou peut-être que ta maman t'aurait plutôt suggéré de faire? Alors si, ma mère, elle me disait, et mon père aussi me disait, ouais, tu serais un bon avocat et tout, parce que t'as une bonne élocution, t'es à l'aise à l'oral et tout, machin. T'es un bon orateur? T'es un bon orateur, ouais. Alors, ouais, peut-être. Je sais pas, c'est pas à moi de dire si... T'es très modeste, hein. Ouais, non, mais c'est pas à moi de le dire si je suis bon orateur ou pas, tu vois. Vu que c'est un échange, c'est normalement un destinataire de me dire, parler très bien. Et donc du coup, c'est un petit peu une idée qui était dans ta tête de se dire peut-être que je vais être avocat? Ouais, mais j'ai vite abandonné parce que apprendre un dalloz de... Non, je peux pas. Donc tu y as quand même songé? Ouais, j'y ai songé. Mais vraiment, c'était l'apprentissage de la loi qui me rebutait. Je trouvais ça un peu trop... T'avais pas envie d'apprendre le code civil par cœur? Tu veux savoir la vérité? Ouais. J'avais pas fait latin. Donc voilà, on m'a dit non, mais si t'as pas fait latin, tu peux pas faire. Ah, c'est pas vrai, j'ai fait du droit, hein. Bah oui, c'est Enfin, j'avais fait complètement latin, débile. mais pas très longtemps, quoi. Donc, Ouais. bref, on t'a dit des bêtises, mais Bien c'était sûr. pas non plus une vocation. T'avais déjà la musique. Et concrètement, ça commence à quel âge? Donc c'est tes parents qui te font prendre des cours de chant, de musique, de théâtre peut-être aussi? De non? théâtre, ouais. Moi, j'ai commencé par le théâtre. Théâtre, c'est à quel âge? J'avais 6 ans. Ah oui, c'est très tôt. Ouais. Et c'est en dehors de l'activité scolaire? Ouais, j'en faisais 3 heures par semaine pendant 5 ans, quelque chose comme ça. Ah oui. Donc, Bah, c'est aussi là où on se dit... Enfin, c'est de ça aussi où peut-être ton beau-père se disait que tu avais une aisance sur scène. Ah ouais, oui, il l'a vu, puisque j'étais même sur scène, tu sais, les spectacles de fin d'année, tout ça, machin. T'étais la vedette? Oh, je sais pas, mais voilà, c'est Marcel le jardinier, j'avais l'accent de Marseille et tout, c'était... Donc le théâtre à 6 ans, et après la musique, ça vient quand? Et en fait, j'arrive par la musique via les imitations. En fait, j'adorais faire des imitations. Ah oui? Je faisais Jacques Chirac et tout à l'époque. Tu veux nous le faire? Mes chers compatriotes. Bah, c'est pas mal. Ouais, j'ai gardé le truc un peu, mais après vient la réflexion, est-ce que tu veux faire rire les gens ou est-ce que tu veux les émouvoir autrement? Et du coup, je suis plus passé sur la chanson. Voilà. T'avais pas envie de les faire rire? Non, parce que en fait, je sais pas, mais j'arrivais à percevoir quelque chose de triste chez les gens qui veulent faire rire.
Et je me disais, j'ai pas envie d'être triste quand je rentre chez moi et tout. Ah ouais? Ouais. Je pense que les gens qui veulent faire rire et qui en font leur métier, c'est des gens tristes au fond. Ouais. Et toi, tu voulais être heureux. Moi, je voulais être heureux. Donc tu préfères être triste sur scène Exactement. et joyeux à la maison. Parce Exactement. qu'elles sont quand même tristes, les chansons Bah ouais, que t'as moi, écrites là. j'aime bien les chansons tristes, enfin qui ont un petit fond de nostalgie, mais sans forcément que ça soit badant musicalement. C'est-à-dire que ça peut te faire bouger aussi. Bah. Oui. Donc, Les textes sont pas forcément. Enfin, un texte triste peut t'accompagner d'une musicalité entraînante. Et du coup, à quel âge t'as quand tu te dis non, je veux pas faire rire les gens, mais je veux les distraire différemment avec la chanson? T'as quel âge quand t'as ce déclic en tête? Le switch, il arrive vers 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Très tôt quand même comme réflexion. Ouais. Mais franchement, je me suis dit, est-ce que tu dois faire du rap aussi? J'étais fan de rap. J'ai découvert le rap, je devais avoir pareil 6-7 ans, tu vois. J'adore ça. Mais vers ces âges-là, de raison, un peu 9-10 ans, je me dis, mais... De raison? Ouais. C'est des très jaunes. Ah si, l'âge de raison, c'est 7-8 ans, je crois, non? Ah ouais, je sais pas, ça va venir plus tard chez moi. Ah ouais. Mais je me dis, est-ce que tu as vraiment envie de faire du rap, de commencer à écrire des textes de rap? Parce que est-ce que tu en as vraiment besoin? Ouais. Peut-être laisse ça à ceux qui en ont vraiment besoin, qui sont dans la misère. Parce qu'à l'époque, le rap, c'est ça, on raconte la misère de la rue et tout, machin. Moi, je suis pas non plus dans la misère, tu vois, je viens d'un quartier populaire, mais je me sens pas la légitimité de porter un message... À 9-10 ans, t'arrives à te dire ça? Ouais, je crois que c'est arrivé assez tôt. Ok. Et à ce moment-là, c'est là que tu te consacres peut-être plus sur la musique. Ouais, le chant. Et ça, comment c'est agencé dans ton emploi du temps? Franchement, c'est agencé. Dès que je sors de cours, je chante en fait. J'ai vraiment cassé les oreilles des gens. Dans la cour de récré, dans les couloirs, chez moi. Mes parents. Et tu prends des cours? T'es en école? Non. Non? Non, je suis en autodidacte. Et des cours de peut-être d'un instrument? Non, j'ai pas pris de cours d'instrument. Donc en fait, tu prends des cours de théâtre et après, c'est juste par toi-même? Exactement. Waouh! Jamais, pas une fois de cours? Non, après, franchement, c'est sur le tard. En fait, mes premiers cours, c'est quand j'ai fait The Voice, quoi. Justement, à ce moment-là, à quoi tu t'attends quand tu participes? Tu as déjà fait un premier casting sur une grosse émission de télé, c'est ton deuxième casting, tu t'attends à quoi? Ben, j'y suis un peu allé la fleur au fusil, pour être honnête. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'attente. Je me dis, bah, je vais peut-être me faire repérer, tu vois. J'ai un peu de manière naïve, c'est un peu mon tort. Et voilà, j'attends encore un retour des professionnels sans vraiment de là, il est bon, derrière. le retour des professionnels. Oui, il est bien. Encore une fois, ouais. Ouais, je suis content de leur retour et tout. Maintenant, avec le recul, si vous devez faire ce genre d'émission, préparez-vous et ayez un plan de sortie, en fait, ou de... Tu penses que pour toi, c'est ça le problème, qui est allé en pensant pas assez à l'après? Ouais. Et en fait, tu commences déjà à construire quand tu participes à ce genre d'émission. Est-ce que c'est pas parce que j'ai l'impression que t'as pas assez confiance en toi? Peut-être aussi, ouais. Peut-être. Tu te dis, bon, je vais me tester, mais t'arrives pas à te dire que ça peut Je pense qu'il y a de ça aussi, ouais. passer l'étape d'après, quoi. Et en plus, on l'a dit tout à l'heure, tu as été le premier candidat à avoir eu les coachs qui se retournent, à avoir des fauteuils se retourner. Est-ce que ça, c'est pas une pression supplémentaire après, quand tu participes à l'aventure? Ben ouais, si. Si, c'est une grosse pression. Et du coup, voilà, mais... Tu as eu l'impression que ça t'a un peu nui, cette pression, après, quand tu as continué Pas du tout, ça te fortifie, au contraire, parce que... à l'époque, la première émission, elle fait 12-13 millions d'audimat, ce qui est énorme. Ouais. Ça fait, pour donner un ordre d'idée, ça fait une finale de Ligue des Champions, en équivalent foot, on va dire. Donc c'est énorme, et du coup, ça te blinde, parce qu'une fois que tu as fait... tu te dis, je viens de chanter devant des millions de personnes derrière... du coup, tu vas chanter forcément devant moins de personnes. Donc, tu as atteint un espèce de summum, quoi. Est-ce que tu as l'impression que quand tu es éliminé de The Voice, ça t'ouvre des portes d'être passé dans cette émission? Ouais, ça a été un véritable tremplin, The Voice. Je suis sorti un samedi soir, donc. Et le lundi, je passais une audition pour un spectacle musical. Et ça l'a fait direct, en fait. J'ai eu 2 jours de battement et... Oui, donc tout de suite, quand même, ça avait lancé la carrière à laquelle tu te destinais depuis tout petit. Ouais.
Est-ce que le nouvel EP là, qui est en préparation, qui va sortir en fin d'année, le but c'est quoi? C'est de vraiment définitivement t'affirmer en tant qu'artiste solo. Je suis plus dans une troupe, plus dans un spectacle, j'accompagne plus quelqu'un, c'est ma carrière à moi. Ouais, c'est exactement ça. C'est être un créatif plutôt qu'un interprète. C'est-à-dire écrire les textes que je vais interpréter et les mélodies. C'est la première fois que tu le fais? Non, j'ai déjà sorti des singles qui sont dispo. Que je pense à Cœur Rouge qui est sorti l'année dernière, par exemple, en 2022. Et après, j'en avais sorti aussi avant, mais qui ont été plus... qui ont pas été... qui sont même plus dispo sur les plateformes, en fait. Donc, voilà. Si tu le veux bien, on va s'attaquer à la dernière partie de l'émission, celle qui est consacrée à l'école, l'école d'aujourd'hui, l'école de demain. Bon, toi, ça fait un petit moment que tu n'y es plus. Mais de l'extérieur, quelle vision tu as de l'école d'aujourd'hui? L'école d'aujourd'hui, c'est pas un portrait très joli que je vais définir, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus violent qu'à notre époque. Et ça s'est exacerbé un peu par les réseaux parce que, en fait, la relation que les enfants peuvent avoir entre eux à l'école, en fait, elle continue continue chez soi parce que on peut continuer à se parler via les téléphones. Nous, on pouvait pas à l'époque. On n'avait pas. Enfin, tu vois. Quand tu rentrais chez toi, tu rentrais chez toi. Bah ouais, tu rentrais chez toi, sauf à téléphoner, mais tes parents, ils voulaient pas que tu téléphones. Téléphone fixe, parce que t'occupes le téléphone, donc ça marche pas. Et maintenant, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu. Il n'y a jamais de décorrèlement entre la vie parentale, familiale et l'école. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, sur les réseaux sociaux, tu as vécu ce harcèlement? Non, moi j'ai pas vécu de harcèlement, je peux pas vraiment dire ça. J'ai vécu des mots un peu difficiles sur les réseaux, des tweets un peu assassins et tout, mais franchement je suis passé au-dessus parce que... Ça t'a pas affecté particulièrement? Non, pour moi c'est les gens qui postent ce genre de choses qui ont un problème, c'est pas les gens qui les reçoivent en fait. T'arrives à avoir cette distance-là? Ouais, complètement. Et c'est le message peut-être que tu auras envie de faire passer aux enfants Oui. Ne prenez pas les choses personnellement. Je m'adresse à la caméra. Plaignez surtout ceux qui envoient des messages et dites-vous qu'ils ont vraiment une vie de merde, franchement, pour écrire des trucs comme ça. Si tu avais une baguette magique là et que tu avais le droit de changer une seule chose dans l'école, tu changerais quoi? Ah ouais, c'est compliqué ça. Alors, pour moi, l'école, c'est vraiment ce qui, dans notre société, remet tout le monde à niveau. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permet d'avoir une égalité des chances sur le papier. Et je pense que dans la réalité, c'est un peu différent. Et je pense que si je devais changer l'école, j'essaierais de faire plus d'échanges entre écoles, en fait. Des élèves qui vont peut-être sur 1 ou 2 mois aller dans une autre école. De voir comment ça se passe ailleurs. En fait, créer une mixité sociale, parce que l'école, ça peut vraiment aider à créer une mixité sociale, là où, pour moi, la France est en train de devenir un peu communautaire. Chacun vit un peu dans son coin et on a du mal à se rencontrer. Et en fait, l'école, ça peut vraiment être ce terrain, un terrain pour expérimenter ça, en fait. Si on se projette dans le futur, comment tu la vois, l'école de demain? L'école de demain, je la vois forcément un peu plus sur Internet, un peu moins. On va plus à l'école? Ouais. On fait du TT? Du télétravail de l'école? On fait du TT, on est un peu plus concentré sur l'ordi. Et puis peut-être pour avoir un peu plus de temps libre ou d'activités, que ça soit musical, dessin, le sport. Plus de musique à l'école? Ouais, ça serait cool, un peu plus de musique. Enlevez-leur la flûte, s'il vous plaît. Enlevez-leur la flûte, je vous en supplie. Je sais même pas s'il y a encore. Je sais pas. C'était notre époque, la flûte. C'est déjà la fin de l'émission, Flo. Déjà? Oui. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers.